Je vais appeler Thierry Stadler, président d'honneur du pôle de compétitivité IAR, qui va nous dire ce que c'est exactement. Et pour quel avenir pour les nouveaux usages industriels des végétaux, réalité et perspectives? Bonjour à tous. Et tout d'abord, merci aux organisateurs pour cette invitation. On va essayer de faire le grand écart. On vient de se tourner vers le passé, on va se projeter vers le futur avec les nouveaux usages de la biomasse. Alors, c'est le rôle d'un pôle de compétitivité, effectivement, de trouver de nouveaux débouchés pour assurer la compétitivité des entreprises. J'en suis le président d'honneur, j'en ai été successivement dans mes multiples fonctions président et directeur général avant de passer la main. Et donc c'est avec plaisir que je vais vous parler aujourd'hui de bioéconomie parce que c'est quelque chose que je vis maintenant depuis une quinzaine d'années. Alors quand on parle d'économie, tout le monde sait de quoi on parle. Quand on parle de bioéconomie, c'est moins évident au premier abord. Donc je vous propose de démarrer avec une définition qui est la définition qui est donnée par la feuille de route nationale de la bioéconomie, qui dit qu'en fait la bioéconomie, c'est l'ensemble des transformations industrielles d'ailleurs, des biomasses sous toutes leurs formes, donc qu'elles soient d'origine agricole, qu'elles soient d'origine marine ou aquacole, ou qu'elles soient d'origine forestière, et ce à trois fins. La première, bien sûr, c'est l'alimentation, c'est primordial. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les matériaux biosourcés, et la troisième, c'est la bioénergie. Ceci dit, quand on a dit qu'on faisait de la bioéconomie, on ne réinvente rien, puisque c'était la fonction de l'agriculture au début du siècle. Et à l'époque, la bioénergie, c'était tout simplement la traction animale. Alors, derrière ce terme de bioéconomie, il y a quand même un certain nombre d'enjeux. Dans ces enjeux, il y a tout d'abord de l'emploi, puisque ce sont de nombreux emplois derrière. C'est du chiffre d'affaires, de la compétitivité d'entreprise, je l'ai dit. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi, c'est que dans la chimie traditionnelle, on utilise plus de 10% de biomasse aujourd'hui. On doit être plutôt autour de 11-12%. Et que cette biomasse aussi, aujourd'hui, c'est plus de 50% des énergies renouvelables au niveau national. Alors ce que ne dit pas la définition, c'est qu'il y a quand même des objectifs derrière cette bioéconomie. C'est d'une part de substituer du carbone d'origine fossile par du carbone renouvelable. Ça, c'est la première chose. Et deuxième, c'est la conséquence induite, c'est d'avoir moins d'impact environnemental et donc de réduire l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Alors, il y a 4 marchés qui sont concernés, mais je vais revenir dessus plus tard en les illustrant. Il y a le marché des biocarburants, il y a le marché des matériaux biosourcés, il y a le marché de l'alimentation et il y a le marché des biomolécules qui concerne plus spécifiquement le domaine de la chimie. Or, ces grands enjeux, quels sont-ils? Tout d'abord, des enjeux de croissance économique. C'est un marché qui est en pleine croissance. C'est vrai que c'est un terme nouveau, la bioéconomie. Il est apparu dans le paysage français au niveau politique, allez, on va dire il y a 4 ans. Un peu plus tôt au niveau européen, depuis une dizaine d'années. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a de nombreuses start-up qui s'installent et que les produits sur les marchés sont de plus en plus nombreux. C'est la création d'emplois et surtout d'emplois en zone rurale, parce qu'il faut bien avoir en tête que la plupart des transformations industrielles des végétaux se font souvent sur des usines qui sont implantées en milieu rural. Donc c'est la question de redensifier ces zones rurales, de recréer de l'emploi sur ces zones rurales. C'est aussi une question de stratégie politique aussi sur l'indépendance, notamment vis-à-vis des importations on va dire de fossiles, que ce soit du pétrole ou d'autres. Et puis le développement aussi de nouveaux produits. Là, on est dans la compétitivité, dans l'innovation, à travers la recherche. Et enfin, la 4e incidence, c'est sur le climat, je l'ai dit tout à l'heure, avec la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi de s'inscrire dans ce qu'on appelle aujourd'hui une économie circulaire, où finalement on va recycler tout ce que l'on peut recycler, ou utiliser tout ce que l'on peut utiliser, en particulier dans les plantes. Alors l'ADEME a publié l'année dernière aussi une feuille de route, c'est l'Agence pour la maîtrise de l'énergie. Pourquoi une telle importance au niveau national de cette bioéconomie? Tout d'abord, on a une forte présence agricole au niveau européen. On est le 2e producteur mondial européen aujourd'hui. On a perdu notre première place. On a aussi de la forêt, beaucoup de forêts. On est le 3e pays forestier d'Europe et cette forêt est en croissance, contrairement à ce que l'on pourrait penser. On a une forte présence de l'industrie agroalimentaire, donc de la transformation et donc beaucoup d'emplois derrière. Et on est exportateur aussi. C'est-à-dire que si on exporte, on a encore de la capacité à transformer sur place pour rechercher de la valeur ajoutée.
Alors l'ADEME s'est plutôt orienté sur la question de la durabilité. Aujourd'hui, c'est un grand thème à la mode, hein, avec toute la question de la gestion des sols, hein, puisqu'il va falloir effectivement faire des choix à un moment sur les usages de ces biomasses et préserver les sols pour produire ces biomasses. C'est toute la question de la filière biosourcée, là encore je reviendrai dessus tout à l'heure, et puis aussi de l'alimentation, de systèmes alimentaires plus durables qu'ils ne sont aujourd'hui. Alors nous avons donc mis en place au niveau national une feuille de route sur la bioéconomie, c'est récent, hein, ça date de 2018. Cette feuille de route est portée aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Alors il y a eu un débat au niveau politique, est-ce que ça devait être le ministère de l'Industrie, est-ce que ça devait être le ministère de l'Agriculture? Bon, finalement, quand on s'adresse au niveau de la biomasse, on a plutôt porté le choix sur un portage par le ministère de l'Agriculture. L'idée de cette feuille de route, c'est de mettre un plan d'action pour que ça devienne une réalité sur le terrain, avec en fait des incitations qui pourraient être mises en place. Comment garantir la production de ressources durables? Vous savez, quand on va voir un chimiste et qu'on lui dit « Tiens, demain, plutôt que d'utiliser du pétrole, vous pourriez faire votre synthèse à partir d'origine végétale », il dit « Oui, mais moi, la question de l'approvisionnement, est-ce que variation de prix, est-ce que je suis sûr d'avoir les quantités, etc. » Donc voilà, ça c'est une vraie question pour assurer les marchés. Il faut garantir la durabilité aussi de cette bioéconomie. C'est pas parce qu'on produit à partir de végétal qu'on produit entre guillemets plus proprement. Donc la plupart des produits qui sont aujourd'hui mis sur le marché bénéficient de ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie qui en fait retrace depuis la création du produit jusqu'à sa destruction finalement son empreinte environnementale, pour montrer qu'effectivement, quand on utilise du carbone renouvelable en lieu et place de carbone fossile, eh ben on a un impact positif au niveau environnemental. Et puis il y a un grand point qui est pour moi primordial, c'est aussi de bâtir un dialogue avec la société, on le verra tout à l'heure. Cette société qui demande des produits plus verts, mais finalement sans savoir derrière ce mot vert ce qu'il y a exactement derrière. Et puis il faut innover, hein, c'est un élément de compétitivité, il ne faut pas l'oublier. C'est de la recherche, c'est des nouveaux produits, donc des produits plus techniques, donc de nouveaux positionnements sur les marchés et notamment l'exportation. Alors justement, qu'en pense le consommateur, hein? Il y a une tendance à se verdir aujourd'hui, à faire attention à l'environnement, à avoir moins d'empreintes sur l'environnement. Et donc il y a un sondage qui a été fait par l'association Chimie du végétal, dont j'étais vice-président pendant quelques années, en 2018, qui a été réalisé un sondage fait par l'IFOP auprès d'un millier de consommateurs et qui leur a posé la question, mais finalement, les produits biosourcés, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors bien sûr, on leur a expliqué ce que c'était un produit biosourcé, hein, pour qu'ils répondent quand même pas à côté de la plaque. 88% des personnes interrogées disent que finalement, ils ont une bonne image, a priori, de ces produits biosourcés. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et que les trois quarts disent ben, ça va créer de l'emploi, ça va créer de la valeur ajoutée, et puis ça va aussi réduire l'émission de gaz à effet de serre. Pour que ça se développe, 86% estiment qu'il faudra que l'État contribue à ce développement en ayant des mesures incitatives. Mais il y a toujours un mais, comme dans toute question, c'est quand même 80% des personnes interrogées aimeraient avoir plus d'informations. C'est un a priori favorable, mais finalement, derrière, il n'y a pas de cautionnement finalement scientifique de la part du public parce qu'ils ne connaissent pas bien ces produits. Alors, que faut-il faire pour réussir? J'ai eu la chance, il y a 3 ans, d'ouvrir l'atelier 4 des États généraux de l'alimentation sur le thème de la bioéconomie et du développement durable. Et j'avais présenté cette slide qui est toujours d'actualité. Tout d'abord, il faut savoir que la bioéconomie concerne les territoires. Il n'y a pas une bioéconomie, il y a des bioéconomies. Les pays nordiques, c'est plutôt sur le bois, hein, par exemple. D'autres pays, c'est plutôt sur d'autres types de cultures. Et on a des spécificités régionales. Donc les régions vont avoir un rôle important, chacune dans leur politique, au niveau du développement de la bioéconomie. C'est la question, on l'a dit, de gestion durable des ressources. Il y a une question d'information qui est importante. Et ça va être fait notamment au niveau et par les ministères en direction du grand public. Il nous faut aussi un cadre juridique stable et prévisible. Je m'explique, parce qu'en fait, on va s'inscrire sur la durée avec un mouvement comme ça. C'est une dizaine d'années devant nous, minimum, pour le développement de produits.
Et donc, il va falloir un cadre juridique stable, pas quelque chose qui change au gré des gouvernements avec un ministre qui veut mettre son empreinte et qui, hop, va changer une loi qui fait que. Et on a plutôt souvent tendance en France à légiférer avant d'avoir des solutions. Donc, il faut s'harmoniser depuis la recherche sur la partie environnementale et sur la partie industrielle. Ça veut dire qu'il faut travailler en transversal sur les différents ministères. Il faut une coopération entre les différents secteurs industriels. Parce que vous allez le voir, ça irrigue différents mondes industriels. Il faut apprendre à ces gens-là à travailler ensemble. C'est une nouvelle façon de travailler, c'est pas évident, mais il faut complètement décloisonner les secteurs industriels. On a trop tendance en France encore à travailler sur des filières, sur des silos. Ça demande de s'investir sur des programmes de recherche et innovation à long terme. On n'est pas les seuls à avoir des feuilles de route. Il y en a une, par exemple, en Allemagne. Ils étaient bien avant nous présents sur ce sujet. Ils viennent de la réviser au mois de décembre dernier. Ils ont décidé, sur les 4 années à venir, d'injecter 3,6 milliards d'euros, 2,6 pour l'agriculture et 1 milliard pour la recherche sur cette thématique. C'est de développer des partenariats publics-privés. Je pense qu'on n'y arrivera pas sans. Et puis aussi de ne pas opposer surtout la question de l'alimentaire et du non-alimentaire. De tout temps, la biomasse a servi effectivement à la fois à alimenter l'homme et à équiper l'homme. Et je veux dire, quand on est dans une stratégie de bioraffinerie, on essaie de trouver une valorisation à toutes les composantes, chaque composante d'ailleurs étant contributrice du produit final des autres produits. Voilà, donc ce sont quelques clés pour réussir et on voit qu'on a encore du chemin à parcourir. Alors, quels sont les produits et les marchés concernés aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, il y a le domaine de l'alimentaire, c'est le plus connu, je ne vais pas m'étendre dessus. Et il y a notamment le développement de tout ce qui est ingrédients, mais finalement, on savait les faire avant, puisque des aminoreries, des sucreries, etc., il en existe depuis des décennies en France. Et après, le domaine des bioénergies. Alors, dans le domaine des bioénergies, on a beaucoup parlé des biocarburants, soit de l'éthanol, du bioéthanol à partir de blé ou de betterave, par exemple, ou du diester à partir de colza notamment. On a parlé aussi de bioéthanol ou de biocarburants de seconde génération à partir de substrats lignocellulosiques. Donc on est plutôt sur, cette fois-ci sur le bois ou des pailles de céréales. Bon, il faut savoir qu'il y a eu énormément de développement de R&D, des investissements industriels, des premières unités industrielles qui ont démarré. Il n'y en a pas eu en France. Mais il y a eu des gros pilotes où il y a eu 200-300 millions d'euros qui ont été investis en recherche. Aujourd'hui, on ne le développe pas et on voit qu'il y a beaucoup de difficultés parce que quand vous investissez 300 ou 400 millions d'euros dans une unité industrielle, il faut avoir une visibilité pour avoir un retour sur investissement au moins sur 5-10 ans. Or, avec les revirements politiques d'une année sur l'autre, on change le taux d'incorporation, etc., les industriels aujourd'hui sont très frileux pour y aller. N'empêche, ça a fait progresser la science. On sait aujourd'hui, par exemple, déconstruire le bois dans toutes ses composantes, avec d'autres usages, notamment dans la chimie, par exemple les lignines, qui sont une des composantes, qui sont un composé très intéressant pour la chimie. Il y a le domaine des biomolécules. Là, c'est l'idée de dire, au niveau de la chimie, prenez donc des molécules d'origine végétale. Alors la seule différence entre un carbone fossile et un carbone d'origine végétale, c'est qu'on trimballe un peu d'oxygène aujourd'hui sur le carbone végétal, mais c'est la seule différence. Et donc on est capable de faire un certain nombre de produits qui sont ce qu'on appelle des intermédiaires chimiques, des molécules plateformes, qui derrière vont pouvoir faire les plastiques classiques, etc. Alors il y a quand même des difficultés derrière. Un, il y a la question du coût. On est souvent plus cher que les produits traditionnels d'origine fossile, surtout quand les cours sont si bas qu'ils le sont actuellement. On estime que pour certains produits, il faut avoir un niveau du baril de pétrole aux environs de $200 pour passer le cap. C'était le cas à un moment. Bon, je ne dirais pas que ça va parvenir, on verra bien. Et puis, donc, il y a aussi d'autres difficultés. C'est très capitalistique, ça prend du temps, etc. Et surtout, c'est pas parce qu'on a un produit plus vert, finalement, que ça va favoriser les ventes. On s'aperçoit que non seulement il faut être iso-coût, donc à même coût qu'un produit classique d'origine fossile, qu'il faut avoir une performance environnementale supérieure, mais qu'il faut apporter d'autres fonctionnalités que ce qu'apportaient les produits plus classiques. Donc au niveau industriel, il y a eu un grand mouvement ces dernières années qui se dit plutôt que de faire la substitution, on va faire carrément des produits nouveaux à partir du végétal qui présente d'autres fonctionnalités, d'autres propriétés.
Voilà, donc, et puis sur l'énergie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a le grand développement aujourd'hui du biogaz, hein, on en parle beaucoup. Et puis, on pourrait parler aussi d'hydrogène, hein, puisqu'on peut aussi produire de l'hydrogène à partir de biomasse. Et là, il y a quelques projets aussi qui sont en route. Alors, pour illustrer tout ça, je vais vous prendre quelques produits. Il y en a des centaines sur le marché. Hein, j'ai fait une sélection un peu représentative. Tout d'abord, les produits qui sont faits à base d'huile. Et quand on parle d'huile, on va surtout s'orienter sur des détergents, des lubrifiants, des peintures, par exemple. Vous avez par exemple tout en bas tout ce qui est chaîne, lubrification des chaînes de tronçonneuses. Là, pour ces produits à base d'huile, on va rechercher le côté biodégradable, puisqu'à un moment donné, ces produits, quand on parle de détergence, vont être en contact avec l'eau. Et donc c'est le cas pour ces chaînes de tronçonneuses, notamment en milieu sensible, puisqu'on n'a plus le droit d'utiliser d'autres types d'huile. Il y a des fluides de nettoyage, donc des graissages, des bitumants et des goudronnants. Donc ça, c'est à base de tournesol et de coco. Il y a des nettoyants pour pulvérisateurs spéciaux herbicides, donc ça c'est base blé betterave par exemple, on voit que c'est à 98% d'origine végétale. Des nettoyants pour moquettes, alors on retrouve tous les produits pour peinture, hein, il y en a toute une gamme et il y a même des produits avec des peintures à base d'algues aujourd'hui qui sont sur le marché. Et puis même les gros s'y mettent puisque ArcelorMittal a développé toute une gamme de produits avec un laquage qui est biosourcé à partir d'une huile de ricin. Et là, c'est plus pour le confort et la santé du consommateur dans les intérieurs. Les agromatériaux, ça, on en parle plein. Vous savez qu'on cultive du lin, on cultive du chanvre notamment, mais il y a aussi le bois hein, qui sert aussi. Donc c'est tout ce qui est isolation. Là, vous avez un exemple de sous-couche de parquet donc, qui incorpore du lin. Il y a tout ce qui est isolation donc, dans les cloisons. Vous avez aussi les bétons, alors c'est marqué béton de bois, mais en fait ce sont des parpaings de bois, mais on en fait aussi en chanvre aujourd'hui. Il y a des constructions entières en parpaing de chanvre ou en parpaing de lin. Il y a même des essais qui sont faits aujourd'hui avec des pailles de colza. Et aujourd'hui, des grands groupes travaillent même sur des murs porteurs complètement biosourcés. Alors ça pose un tas de problèmes derrière hein, d'homologation, parce que ça relargue des odeurs quand même, c'est sensible aux rongeurs, enfin, etc. Donc voilà, c'est pas si facile que ça. Et puis il y a surtout le transport qui a été un grand véhicule pour le développement de ces matériaux, parce que dans le transport, la problématique c'est l'allègement. Quand on allège, on réduit la consommation d'essence, de gasoil, quand on roule, et on peut souvent atteindre des objectifs de réduction de poids de 20 à 30% lorsqu'on utilise des matériaux biosourcés. Donc Forestia, qui est un équipementier pour Peugeot, Jaguar, etc., a mis en place un centre de recherche sur les agromatériaux, a développé toute une gamme de produits, d'abord à base de lin et de chanvre. Alors c'était d'abord des revêtements de portières, puis ça a été des tableaux de bord, et maintenant on arrive à des choses plus techniques où ils associent des fibres de lin ou des fibres de chanvre avec des matériaux biosourcés, des plastiques faits par fermentation, donc biosourcés. Il y a des pièces techniques aussi, très techniques, hein, vous le voyez au milieu, hein, où on arrive à faire beaucoup de choses. Et puis, il y a des choses qu'on voit moins, mais qui sont déjà présentes dans un certain nombre de véhicules. Par exemple, des fonds de coffre. Hein, c'est des panneaux sandwich avec des fibres de longue de lin. Ça, c'est un produit qui est, par exemple, intégré dans la gamme de Jaguar, dans les fonds de coffre des Jaguar. Il y a aussi des choses dans le ferroviaire. Hein. Il y a des travaux qui sont faits sur les avants de TGV, par exemple, avec des fibres de lin. Enfin, voilà, pour ne citer quelques exemples. Alors il y a un grand domaine, il y a le domaine de l'emballage. Donc Coca-Cola s'y est mis, Heinz aussi, avec des bouteilles en polyéthylène terephthalate, donc pour les questions de biodégradabilité. Il y a Daddy, la marque Daddy qui fait du sucre en France, qui a mis au point aussi une boîte d'origine végétale. Donc ça, c'est des produits issus de fermentation, mais sinon sur des bases sucre. Hein. Et puis il y a toute la question des sacs plastiques. Les sacs plastiques qui ont été remplacés notamment pour l'emballage des fruits et légumes. Il faut quand même savoir que les sacs plastiques qui servaient à l'emballage des fruits et légumes avant venaient à 99% de Chine, l'intégralité. Donc aujourd'hui, on est capable de faire ces plastiques biosourcés qui sont un petit peu plus chers, mais qui ont effectivement cet avantage de biodégradabilité.
Et puis dans le loisir, alors là on a plein d'exemples, vous en avez peut-être sans le savoir chez vous. Donc il y a des chaussures de ski, notamment Arkema, qui est un grand groupe chimique, hein, qui a développé des élastomères thermoplastiques pour les chaussures de ski. Vous avez Rossignol qui a intégré des fibres de lin, hein, donc on a une bien meilleure réponse du ski au niveau souplesse. Vous avez aussi des produits développés à base d'algues, vous avez même des planches de surf, mais j'aurais pu en rajouter, hein. Il y a des raquettes de tennis, il y a des vélos de course, etc. Donc aujourd'hui, c'est des produits qui rentrent quand même dans notre vie quotidienne. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le net, hein. Le pôle hier a développé une base de données qui est gratuite sur les produits biosourcés, qui s'appelle AgroBiobase. Donc vous pouvez aller dessus, elle est en français, elle est en anglais. Vous pouvez rechercher des produits ou rentrer par des champs thématiques, par exemple la détergence, et vous allez trouver toute une série de produits biosourcés. Et il y a un gros travail de l'ADEME aujourd'hui pour référencer ces produits. Alors, il y a eu des travaux pour voir s'il fallait mettre un label biosourcé ou pas. On a du mal à s'accorder sur dire c'est biosourcé à partir de combien d'incorporations de végétal dedans. C'est 10, c'est 50, c'est 60%, etc. Donc il y a encore des gros débats au niveau national sur ce sujet. Mais il faut savoir que la démarche existe et ils ont déjà fait cette démarche au niveau des États-Unis parce qu'eux, ils ont un véritable label dessus. Alors vous allez me dire l'horticulture là-dedans. Je pense que l'horticulture là-dedans, tout au début, les grands projets ont été lancés par les gros agro-industriels sur les grandes cultures, hein, parce qu'on a recherché bien sûr les grands marchés. Je ne vais pas dire les marchés de masse, mais les marchés où il y avait de la valeur ajoutée sur des gros volumes. Il y a toujours eu des utilisations de végétaux dans le domaine de la pharmacopée, dans le domaine des actifs pour la cosmétique, bien sûr, par pharmacie, compléments, tout ce qui est additifs alimentaires, hein, colorants, antioxydants et j'en passe. Mais ça reste, et je pense que ça va encore le rester pour un moment, sur des marchés de niche. Ce qui est intéressant, c'est que quand on est en horticulture, par comparaison à ce qui peut être fait sur des grandes cultures, on peut être dans des conditions de culture mieux contrôlées. Ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, que ce soit les industriels de la cosmétique ou même dans l'alimentaire, ils recherchent des choses beaucoup plus calibrées, beaucoup mieux maîtrisées au niveau de la production. Et il y a notamment toute cette tendance qu'on appelle le clean label au niveau de l'alimentaire. Le clean label, c'est une tendance qui veut que le consommateur aujourd'hui, pour les produits, on va dire, cuisinés, veuille moins ou ne veuille plus du tout d'ailleurs, de conservateurs, il ne veut plus d'additifs dedans. Ça veut dire qu'on peut mettre moins de procédés technologiques derrière, notamment pour la stérilisation, la pertisation. Et ça veut dire donc que le produit qui rentre en amont, dans la chaîne de transformation, doit avoir une qualité supérieure sur son contenu intrinsèque, mais aussi au niveau de la qualité sanitaire du produit. Donc ça, c'est important. Il y a un souci de valorisation des coproduits, bien sûr, les pépins, les peaux, les tiges, etc. Et puis il y a surtout et avant tout un besoin de recherche qui est important. Donc il y a beaucoup de choses qui sont étudiées aujourd'hui, mais encore vraiment au stade de la recherche. Il y en a un grand nombre qui n'arriveront jamais sur le marché pour différentes raisons. Mais voilà, il y a un effort important à faire dans ce domaine. Alors j'ai choisi quelques exemples de ce qui se fait en termes de nouveaux produits et de nouveaux marchés en termes de recherche. Je ne vais pas parler de la gouailleule et puis du pissenlit, puisque j'ai vu qu'il y avait un exposé sur le sujet. Mais voilà, si je vous prends par exemple l'ail, il y a un extrait d'ail noir qui vient d'être mis sur le marché par la société Pharmactive, qui a un rôle sur la cholestérolémie, puisqu'elle permet de traiter effectivement tout ce qui est activité anticancéreuse, pas anticancéreuse, pardon, antioxydante sur la fonction cardiaque. Il y a une équipe israélienne qui a mis une alternative aux insecticides avec le principe actif de l'ail, la lysine. Donc c'est pour la protection des arbres fruitiers, pour la protection contre les mouches, contre les fourmis également, et d'autres prédateurs. Si on prend l'oignon, vous le savez, la pelure d'oignon sert à la fabrication traditionnelle du curry. Hein, on en exporte beaucoup sur l'Inde d'ailleurs. Et il y a la société Naturex qui a mis sur le marché une solution avec de l'acérola, mais aussi de l'oignon standardisé en polyphénol pour éviter le changement de couleur des produits frais sans avoir d'incidence sur le goût. Autre exemple, alors là il y en a une liste à l'après-vert, c'est sur la tomate. Bon, là on a fait plein de choses. Donc, tout d'abord il y a des chercheurs britanniques qui ont trouvé un moyen de produire à travers la tomate un antioxydant qui est le resveratrol qu'on trouve normalement dans le vin. Là, c'est pareil, une tomate produit l'équivalent de 50 bouteilles de vin.
Il y a Natural Sourcing qui a mis sur le marché une huile de pépins de tomate. Là, c'est plutôt sur les produits cosmétiques, des produits pour la peau. Il y a des chercheurs espagnols qui ont découvert qu'aussi, lorsqu'on prend des tomates et qu'on les met dans des conditions de stress, elle peut produire une molécule qu'ils ont découverte, qu'on va appeler FNA, c'est plus simple, mais qui a des propriétés antioxydantes 4 fois et demi plus élevées que la vitamine E ou 14 fois plus que le resveratrol qu'on vient d'évoquer. Autre chose, il y a eu un accord entre le constructeur automobile Ford et le fabricant de ketchup Heinz pour utiliser les coproduits. On parle notamment donc des pots de tomates. Et là, c'est utilisé, enfin, ils veulent l'utiliser comme support de câblage ou faire des consoles de rangement au sein du véhicule. Il y a aussi des projets européens pour développer aussi des lacs pour les boîtes de conserve. Puisque vous savez que les boîtes de conserve, les lacs qui sont utilisés actuellement sont dans le collimateur au niveau sanitaire, au niveau européen, qui vont être interdits. Donc c'est une possibilité de substitution. Il y a des travaux sur les biomatériaux à partir de déchets de tomates. Là, c'est des équipes espagnoles. Ou encore d'autres équipes américaines qui travaillent sur l'incorporation de coproduits de la tomate dans l'incorporation dans les pneus. Vous voyez, voilà. Il y a de nombreuses recherches qui sont faites, mais je voudrais conclure en disant que voilà, ce marché, c'est un marché vraiment en développement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'impulsion conjointe des industriels, c'était eux qui ont commencé, des consommateurs qui sont demandeurs, mais aussi des pouvoirs publics aujourd'hui qui s'aperçoivent qu'il faut répondre à cette demande des consommateurs. Il y a de nombreux produits, mais il y en a encore plein au stade de la recherche. Et je le disais, il y en a plein qui ne verront jamais le jour. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on est sur des pas de temps longs. Quand on parle recherche, on parle 10 ans. Donc ce n'est pas demain après-demain qu'on va voir le marché inondé de ce type de produits. Ce sont des produits qui ne sont pas forcément plus rémunérateurs, je le disais, sauf s'ils amènent de nouvelles propriétés fonctionnelles. Mais c'est donc plus difficile de les rentrer sur le marché parce qu'il faut convaincre les utilisateurs que ces nouvelles propriétés fonctionnelles amènent quelque chose. C'est des produits où l'analyse de cycle de vie est importante. C'est un prérequis. Si vous ne faites pas d'analyse de cycle de vie, vous ne mettez pas le produit sur le marché. Et puis c'est surtout et avant tout la nécessité d'investir en recherche-développement parce que ça passera par là. Et ce qu'il faudrait quand même garder en tête à la fin, c'est que c'est de la nouveauté, c'est de l'innovation, mais c'est donc aussi de la compétitivité pour nos entreprises. Je vous remercie. Merci pour ces perspectives avec le végétal. Place aux questions. Des micros. Une question à gauche. Si vous pouvez vous présenter, vous levez. Vous avez indiqué Léo Kérodrin d'Astre d'Or. Vous avez indiqué qu'il fallait surtout pas opposer les usages alimentaires et non alimentaires. Et vous nous parliez de produits issus de l'huile de colza ou alors de cellulose de maïs. Il y a un moment ou un autre, il va quand même y avoir opposition entre les usages alimentaires et les usages non alimentaires en termes de surface agricole disponible. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, de façon prouvée, c'est que l'utilisation non alimentaire des productions agricoles, dans le domaine de la chimie et autres, je ne parle pas des biocarburants, c'est 3% des terres agricoles. Donc même si on doublait en fait, la capacité de production, donc la chimie passait de 10 à 20%, on passerait de 3 à 6. Ça, c'est la première chose. Je le disais aussi, quand vous allez dans une usine aujourd'hui, vous produisez effectivement de l'amidon, mais vous valorisez tout le reste. La valorisation ultime étant la bioénergie, hein, soit on brûle en chaudière biomasse, soit on fait de la méthanisation. Et si vous ne valorisez pas votre son, votre coproduit, finalement le non-coût ou le non-bénéfice de cette valorisation va se répercuter sur le prix du produit initial, et donc vous ne le vendez plus. Donc, on travaille vraiment en cascade aujourd'hui sur la valorisation de l'ensemble des choses. Alors il y a des choses qui vont en alimentaire ou en non alimentaire selon les prix des marchés. Hein. Vous prenez par exemple, aujourd'hui il y a une révolution dans l'huile de lin. L'huile de lin traditionnellement servait à faire du linoléum. C'était la première utilisation. Aujourd'hui, vous avez plus de valeur dans la protéine de lin que dans l'huile. Donc l'huile de lin est devenue le coproduit et c'est finalement aujourd'hui la protéine de lin qui est devenue le produit principal. Vous voyez ? Donc en fonction des marchés, on déplace d'un côté ou de l'autre, ça dépend. Bonjour, Thomas Eki, Est Horticole. Je vais plutôt parler des biomolécules.
on voit dans la plupart des projets que pour chercher une biomolécule, on va aller la chercher dans des cultures cellulaires, dans des batchs, parce que c'est plus simple, le protocole d'extraction est moins cher surtout. On va pouvoir gérer la balance hormonale pour produire directement la molécule, qu'elle soit homogène, quelle qu'elle soit. Et donc, on ne va pas utiliser le plan entier. Donc, ma question est la suivante, c'est est-ce qu'on n'est pas déjà mis sur le carreau parce que l'industriel a plus de facilité à travailler avec un... Pour être dans cette activité depuis 30 ans, hein, je fais de l'extraction du végétal depuis 30 ans pour des sociétés de pharmacie ou de cosmétiques. Il y a très peu de sociétés qui sont sur les cultures cellulaires. C'est vraiment l'anecdote. On est vraiment aujourd'hui quand même sur l'extraction du végétal. Mais ça revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire quand vous extrayez les 2 ou 3% de molécules intéressantes dans le végétal, il faut savoir ce qu'on va faire du reste. Et ça fait partie finalement du cycle économique. Mais encore une fois, la culture cellulaire, c'est marginal, c'est epsilon, franchement. Les bioréacteurs à levure, etc. Ça, c'est pas pareil. Bioréacteurs, on parle de fermentation, de biotechnologie blanche. Ça s'est énormément développé au cours de ces dernières années. Mais c'est d'autres. Mais avec ils ne produisent pas la même chose. Ils ne produisent pas la même chose. Ok. Sinon, on a cette image plutôt de bioréacteurs, mais qui est plutôt sur les champignons, les Alors, levures, ce sont des levures et des bactéries en général. Des bactéries. Mais sur la plante ou les algues, moins. Quoi. Ok. Parce que dans la plante, ce qu'on va traquer souvent, c'est ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Et voilà. Donc. D'autres questions? Allez-y, madame. Bonjour, Véronique Rossov du Conservatoire méditerranéen partagé. En fait, j'ai 2 questions par rapport à votre intervention que j'ai trouvée très percutante et intéressante. La première question, c'est le cadre légal dont vous faisiez référence et qui devrait être transversal. Donc c'est un point qui m'intéresse particulièrement, puisque dans les projets sur lesquels on travaille, on essaye de mettre des modèles volontaires d'application du protocole de Nagoya. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'est que l'un des impacts ou l'une des raisons au changement climatique, c'est la perte en biodiversité. Or, vous avez mentionné énormément d'innovation et de recherche, mais sur ce que je définis comme étant des commodités, c'est-à-dire des grosses espèces cultivées en énorme quantité, et c'est une valorisation extrême de toutes les fractions, de toutes les parties de ces grandes commodités. Mais qu'en est-il de justement cette reconquête de la biodiversité avec les espèces anciennes, oubliées, qui permettrait justement de recréer une compétitivité dès la base, où on est peut-être sur de l'endémisme français ou sur des savoir-faire associés français. Donc, est-ce qu'il y a eu des études dans ce sens-là par rapport à la création de compétitivité en France ? Je vais répondre par le deuxième point d'abord en disant que non, effectivement, il n'y a rien eu de spécifique. Ceci étant, quand on parle de cosmétiques ou de pharmacopée, il faut savoir qu'ils vont traquer dans beaucoup de plantes, y compris exotiques, pour rechercher la petite molécule qui va bien, depuis le fruit de baobab en passant par... voilà. Donc ça, c'est quand même une démarche qui est faite, mais plutôt sur des actifs, hein, là où il y a de la valeur ajoutée, parce que c'est toujours compliqué. Il faut savoir qu'un industriel de la cosmétique, il a peut-être 100 produits dans le labo, et puis il n'y en a qu'un qui va sortir au final, après 5 années de recherche. Sur la question effectivement de l'aspect réglementaire, c'est vrai que le protocole de Nagoya interpelle beaucoup aujourd'hui de transformateurs industriels, notamment dans le domaine de la cosmétique, hein, préservation du patrimoine génétique. Donc beaucoup travaillent effectivement avec des producteurs locaux. Nous, on travaille beaucoup par exemple avec L'Oréal dans mon autre activité, qui au niveau environnemental a d'abord un cahier des charges de 50 questions avant de se lancer dans un projet de recherche-développement, et qui passe après des accords avec des producteurs locaux pour que ce soit produit localement, etc. Donc voilà la façon aujourd'hui un peu de travailler des industriels. Après, sur les produits qui arrivent sur les marchés, ils ont les mêmes contraintes réglementaires, produits du végétal ou pas, que des produits d'origine fossile ou autre. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes contingences, y compris sur du règlement REACH, etc. Donc c'est une difficulté, on va dire, supplémentaire hein, sur la mise sur le marché des produits, parce que les homologations coûtent très cher. Mais voilà, il n'y a pas de différenciation d'un produit issu du végétal d'un produit classique sur le marché. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à votre question.
Si vous... Merci. C'est effectivement des points très importants, mais ma question était plus de l'ordre quelle solution adaptative est apportée à la question, ou en tout cas à la conclusion récente du GIEC. Aujourd'hui, on est face à une perte de biodiversité. On a également des enjeux socio-économiques, comme vous l'avez rappelé en début de présentation, sur l'emploi local et comment on peut vivre justement et transformer ces emplois actuels qui sont en train de se perdre à cause justement des grandes tendances de globalisation. Je ne vais pas refaire l'histoire. Et du coup, quelle solution en tant que pôle de compétitivité est en train d'être travaillée aujourd'hui au niveau français, de façon transversale au niveau ministériel, pour essayer de répondre avec des solutions adaptatives qui permettent à la fois de lier la recherche, l'innovation, la compétitivité et le développement socio-économique local. Alors, sur la question des biodiversités, je n'ai pas la réponse parce que ce n'est pas le rôle de notre pôle de compétitivité. Il y en a d'autres qui s'occupent mieux que ça du sujet. Sur la question de la transversalité, encore une fois, c'est une vraie question sur la façon de travailler aujourd'hui, et notamment au niveau national, sur le niveau du gouvernement. Je pense justement que l'on manque de cette transversalité. Si je prends le cas des pesticides, où finalement on dit OK, et je pense que c'est à raison, il faut supprimer les pesticides. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que l'on fait ? Moi, ça fait 10 ans que je suis les recherches qui se font au niveau des labos sur les illiciteurs, sur les substances qui sont produites par les bactéries qui provoquent des réactions de défense dans les plantes, etc. Je veux dire, il faut accorder le pas de temps de la recherche avec le moment où l'on légifère. C'est pareil, à un moment, au niveau européen, on a légiféré sur le test animal sur la peau pour les produits cosmétiques. L'Europe a dit stop, sauf qu'au bout de 2 ans, ils sont aperçus qu'on n'avait pas de voie alternative et donc qu'on ne pouvait pas mettre quand même sur le produit des marchés qui n'avaient pas été vraiment testés. Donc il faut donner le pas de temps, mais malheureusement, et ça je dirais c'est un peu notre défaut, le ministère de la Recherche ne cause pas avec le ministère de l'Écologie, qui ne cause pas avec le ministère de l'Agriculture. Quand je dis cause pas, quand ils ne bataillent pas entre eux. Voilà, donc il faut vraiment aller dans cette démarche de construction. Alors nous, notre rôle de pôle, justement, c'est de mettre les acteurs autour de la table pour essayer effectivement que ces différents maillons de la chaîne se causent. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il faut que celui qui produise le végétal trouve en face son marché qui parle aussi à celui qui va transformer. Donc celui qui fait, par exemple, on a travaillé sur un projet avec Bostik, qui fait des cols, qui est un des leaders sur les cols, eh bien, le producteur, effectivement, d'huile de lin, on l'a mis en contact avec Bostik, c'est des gens qui ne se parlent jamais d'habitude. On est là en position d'acheteur, on transforme, etc. Sauf que là, on va aller sur la variété adaptée et on est allé chercher des choses en Chine spécifiques, un lin jaune spécifique pour répondre aux besoins de Bostik. Merci. Une dernière question. Martin, à gauche. Merci de vous présenter, de vous lever. Pour les caméras. Merci. Bonjour, Patrick Chassagne, président d'Excellence Végétale. J'avais une question. On parle de bioéconomie et en fait, il n'y a pas la présence des plantes servicielles, des plantes de service, et en particulier dans l'urbanisme ou dans le rafraîchissement des villes, etc. Et voilà, je vous interroge là-dessus. C'est vrai, ça a été abordé sous l'angle industriel au départ, mais je dirais toutes les plantes. La plante, à partir du moment où elle rend un service, je pense qu'elle rentre dans la définition, très clairement. Et ce sera peut-être le débat de tout à l'heure, justement, de la table ronde. Ben voilà, très bon enchaînement. La table ronde. Merci à Thierry Stadler, merci bien.